Merci d'être là pour ce webinaire qui est organisé par l'UMT Cibio. Donc, UMT, c'est une unité mixte technologique et donc c'est des dispositifs dont l'objectif est de rapprocher les acteurs de la recherche et du développement. Dans le cadre de l'UMT Cibio, les porteurs principaux sont l'ITAB et INRAE, avec un certain nombre d'autres organismes qui sont membres. Et ce sont donc des instituts ou des organismes qui sont basés dans la basse vallée du Rhône, soit sur le site d'Avignon, soit sur le site de Gauthieron, à côté de Valence. L'UMT Cibio, c'est la première UMT 100% dédiée à l'agriculture biologique en France. Donc, elle est consacrée au système horticole biologique et aux questions de recherche et développement qui peuvent s'y rapporter. Elle a été créée maintenant il y a un peu plus de 3 ans. Et donc, c'est dans ce cadre que se déroulera le webinaire. D'où ça vient d'une discussion de réflexion entre nous au sein de l'UMT Cibio sur l'agriculture biologique qui existe depuis maintenant un certain temps et ses évolutions, les différentes pratiques qu'elle regroupe et finalement les différentes agricultures biologiques qu'il peut y avoir. Et donc, pendant ces discussions, on a conclu sur le besoin de proposer des espaces d'échange qui soient ouverts avec des personnes extérieures à l'UMT Cibio et qui traitent de sujets qui peuvent faire l'objet de controverses dans la bio. On a intitulé ça des controverses parce que ce sont des sujets qui ne font pas toujours consensus ou qui peuvent appeler à des discussions. Donc, bien sûr, on ne cherche pas dans ce type de webinaire à rentrer dans la confrontation entre différentes pratiques ou ni à aboutir à des jugements de valeur ou des modes de production qui soient plus performants, des modes d'agriculture biologique plus pertinentes. L'idée, c'est plutôt d'échanger, de faire le point, de discuter et de recueillir des témoignages qui pourront alimenter des discussions aujourd'hui et à terme, pourquoi pas, alimenter des questions de recherche au sein de l'UMT Cibio. Donc aujourd'hui, on vous propose la thématique biodiversification, innovation ou soumission. On avait envie de vous proposer ce sujet parce qu'il nous semble à la croisée entre des principes agroécologiques qui semblent prometteurs. Voilà, c'est des choses qui sont traitées dans la littérature, qui se développent aussi et qui se déploient de plus en plus sur le terrain, mais pour autant qui ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre pour les agriculteurs. C'est ce qui nous a semblé, en tout cas, et c'est de ça qu'on voulait discuter aujourd'hui. Donc, quels impacts l'intégration de la biodiversité dans les systèmes horticoles peuvent-elles avoir sur le métier d'agriculteur et quelles trajectoires peuvent être prises ou choisies pour surmonter ces difficultés s'il y en a? Voilà ce dont on voulait discuter aujourd'hui. Donc ce webinaire, il n'a pas pour ambition d'être une formation technique, ni d'apporter des résultats issus de la recherche ou de l'expérimentation vraiment sur le sujet de la biodiversité, mais plutôt de discuter de ce que ça implique pour le métier d'agriculteur. Et pour rentrer donc dans le sujet, on a le plaisir d'accueillir 4 intervenants. Donc merci à vous d'être là aujourd'hui. On aura d'abord 3 agriculteurs, Pierre Clair du Mas des Grands Cyprès, Nicolas Verzotti de la ferme du Colibri, donc tous deux situés au Thor à l'est d'Avignon, et puis Serge Fluet du Clos de Flore, donc plutôt au sud. On aura aussi l'intervention de Marianne Serre, qui est donc chercheuse à INRAE, ergonome des systèmes agricoles et alimentaires. Il travaille en particulier sur les systèmes en transition vers l'agroécologie. Voilà pour les intervenants qui auront l'occasion de parler un peu plus dans les prochaines parties de ce webinaire. Et puis, bien sûr, ce webinaire, il n'est pas du tout de mon fait uniquement. On l'a préparé et on l'animera à plusieurs. Avec Vianney Le Pichon, que vous voyez ici, du GRAB, directeur du GRAB, donc groupement de recherche en agriculture biologique, qui travaille aussi pour l'ITAB. Côté INRAE, on aura aussi Pierre Franck, qu'on a vu rapidement apparaître. Donc Pierre, qui est chercheur au sein de l'unité plantes et systèmes de culture horticole pour INRAE, et qui travaille sur les questions de dynamique de population de ravageurs et les régulations par les ennemis naturels. Il y aura aussi Stéphane Bellon, qu'on voit maintenant à l'écran, agronome de formation et qui travaille sur les questions
qui a investi sur la recherche en bio depuis de nombreuses années. Et enfin, Sylvaine Simon, agronome qui travaille également à INRAE sur l'unité de Gautheron, à côté de Valence, qui travaille sur les questions de conception et évaluation de systèmes fruitiers très bas intrants, qui travaille depuis longtemps sur l'agriculture biologique et également sur des systèmes très diversifiés. Voilà pour les présentations. Concernant le webinaire, on vous propose de traiter la question en 3 grandes parties. D'abord, une première partie de présentation et témoignage des 3 agriculteurs qui sont présents aujourd'hui. Donc, comment ils ont intégré la biodiversité dans leur système et pourquoi. Ensuite, on rentrera sur la question des stratégies qui ont pu être déployées pour gérer les éventuelles complexités entraînées par ces systèmes et la biodiversification. Et enfin, une 3e partie qu'on voudrait assez conséquente d'interaction et d'échange avec vous. Donc, à nouveau, n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions dans le chat, puisqu'on les prendra à ce moment-là. Cette 3e partie sera donc animée par Stéphane Bellon et Pierre Franck. Et avant de démarrer la première partie de témoignage de Pierre, Nicolas et Serge, je vais laisser la parole à Sylvaine Simon, qui va clarifier ce qu'on entendait par le terme biodiversification pour s'assurer qu'on parle tous de la même chose. Merci Blandine. Bonjour à toutes et tous. Alors clarifier, je ne sais pas, mais donner un aperçu en tout cas. Donc voilà, biodiversité, ça va recouvrir un ensemble de formes de diversité sur la ferme, dans le temps et dans l'espace. Alors, si on parle d'abord diversité végétale, ça va consister ça va concerner les cultures. Alors, dans la même filière ou dans des filières différentes, ou encore dans une même parcelle où on va chercher à avoir plusieurs cultures, par exemple en agroforesterie. Et puis, on va aussi s'intéresser à toutes les plantes associées à ces cultures, donc des plantes dont on va attendre différents services, que ce soit attirer les auxiliaires, être une plante répulsive ou une plante piège vis-à-vis de ravageurs, etc. Voilà, j'ai beaucoup parlé végétal, mais il ne faut pas oublier l'animal. Et d'ailleurs, il y aura certains témoignages qui vont également évoquer cette diversification des systèmes avec l'animal. Voilà, je ne ferai pas plus long, c'est juste pour dire qu'on est très large dans le temps, dans l'espace, culture, animaux et plantes associées pour produire. Merci. Merci Sylvaine. Et je propose donc de passer aux présentations un peu plus abouties des 3 agriculteurs qui sont là aujourd'hui avec nous. Nicolas Verzetti de la ferme du Colibri. Je vous propose de démarrer en mettant donc caméra et micro, de démarrer en nous présentant votre ferme, votre système de manière assez générale et la manière dont vous avez intégré la biodiversité dans votre exploitation et sur vos parcelles. Merci Blandine, bonjour à toutes et tous. Donc Nicolas Verzetti, j'ai créé la ferme du Colibri en 2012 avec l'idée de développer un système agroforestier en bio avec pour principal critère d'utiliser l'arbre comme élément d'abri climatique et élément structurant sur la ferme. Alors les raisons qui orientaient en fait ces choix d'implantation, c'était que ma ferme est en Provence, plus de 100 jours de Mistral par an, et en période estivale, des périodes assez sèches avec un soleil très généreux, voire trop généreux en été. Et donc l'idée était de pouvoir utiliser l'arbre comme abri climatique. Et en termes d'éléments structurants, c'était aussi de pouvoir construire des itinéraires de maraîchage qui permettent en fait de mettre en culture de façon très échelonnée, puisque la ferme en fait commercialise sa production essentiellement en circuit court, c'est-à-dire à 25 km autour de la ferme, en point de vente collectif ou magasin spécialisé ou épicerie. Et donc l'idée en fait c'était que de la gestion du système de production jusqu'à la commercialisation, il y a un fil conducteur qui fait que les choix d'implantation en fait étaient pensés de cette manière.
Alors, il a fallu essuyer les plâtres à l'époque, puisque même si aujourd'hui l'agroforesterie est une thématique qui a considérablement émergé, et c'est heureux, la place de l'arbre, en tout cas, au sein de nos parcelles, en fait, reprend, en fait, et notamment la haie, reprend toutes les dimensions en fait, qu'on avait peut-être certainement un petit peu oubliées ou mis de côté pendant quelques décennies. Mais en tout cas, à l'époque, il fallait essuyer les plâtres, notamment en termes de choix d'implantation, d'orientation, de densité, de choix de variété. Et c'est ce qui m'amène à dire que, ben oui, il a fallu à des moments faire des choix, et ces choix, ils pouvaient être éclairés soit dans le cadre de visites-échanges, en tout cas de coopération, et ça c'est une des clés, donc je pourrais détailler plus tard, c'est-à-dire qu'il ne faut pas rester tout seul, et puis il faut aussi accepter à des moments d'avoir fait des choix qui peut-être vont être amenés à évoluer, ou accepter de s'être trompé sur, par exemple, le choix d'une variété, mais qu'en tout cas, une des clés pour moi aura été de pouvoir sortir de l'impasse en coopérant, et notamment en échangeant avec d'autres collègues paysans sur tout ce qui peut concerner aussi bien les choix techniques que les, je dirais, mutualiser à la fois les ressources, tout ce qui peut être, toutes les références en tout cas qu'on peut observer, puis valider, et ensuite, comme ça, jalonner le chemin. Voilà, pour compléter, je dirais que la ferme en fait, donc, est constituée d'une parcelle d'1,5 hectare. Le chiffre d'affaires oscille entre 30 et 35 000 euros. Le verger constitue moins de 5% du chiffre d'affaires, donc la dominante est maraîchage. Et je conduis en fait ce système selon un modèle que j'appelle artisanal, puisque j'utilise que des porte-outils légers, type motoculteur. Et qu'un des autres points aussi de la diversification pour moi a été de trouver de l'agroéquipement qui soit adapté. Et c'est ce qui notamment a posé pas mal de questions, et continue d'ailleurs à être sur la ferme développée, et notamment avec l'atelier paysan. Voilà. Merci Nicolas. Donc, on comprend bien que le choix d'intégrer la biodiversité, c'est dans un objectif d'avoir des abris climatiques. Et finalement, enfin voilà, pour le brise-vent, pour maintenir l'humidité. Et finalement, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter comment c'est arrivé sur la ferme? Vous êtes installé depuis 2012. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place dès le départ, ou ça s'est fait progressivement? Alors, je vais mettre les photos si jamais vous voulez vous appuyer sur les photos de vos systèmes. Voilà, merci. Donc, alors, la ferme au départ, donc la parcelle était nue, et à l'installation, j'ai d'abord commencé par implanter des haies et de l'arbre, pour ensuite découper en fait des parcelles de maraîchage. Et effectivement, là, toutes les questions en termes de choix de variétés, aussi de dimension en fait, et puis de manière d'implanter l'arbre, se sont posées. Toutes ces questions se sont posées, et par exemple, aujourd'hui, si c'était à refaire, j'ai opté pour faire des monorangs. On voit sur les photos là, il y a la première en haut à gauche, alors c'est une photo qui est prise en tout début du printemps. Les figuiers ne sont pas encore en feuilles, mais on a donc des pommes de terre. Et puis sur la droite en fait, de la photo, une haie qui est composée de mirobolans et de noisetiers. Et sur la gauche, en fait, on a des rangs de fruitiers, pommiers et figuiers. Et l'idée, en fait, à l'époque, donc, j'avais opté pour des monorangs, dans l'idée de pouvoir optimiser la place et de gagner en place pour le maraîchage. Si c'était à refaire, je ferais par exemple du double rang, de façon à pouvoir un peu plus densifier l'arbre, et avoir des passe-pieds pour les récoltes de maraîchage. Donc ça, c'est des choix qui au départ ont été faits, qui mériteraient d'être aujourd'hui actualisés. Et ensuite, j'ai opté pour un principe de dilution sur le rang, c'est-à-dire d'associer pommier, figuier sur le rang. C'est une hérésie, parce que quand il s'agit d'intervenir sur l'arbre, ça peut être vite compliqué, notamment sur les récoltes. Il aurait été plus pertinent d'implanter que des rangs de figuiers, et de partir sur des bases peut-être plus simples, parce qu'en fait, la dimension de la gestion et de l'organisation sur la ferme sont importantes. C'est-à-dire que le fait d'avoir en parallèle finalement des différentes cultures qui sont clairement imbriquées dans le même espace, ça nécessite de quand même pouvoir, à un moment donné, être capable de bien s'organiser
à la fois pour gérer les opérations qui sont les itinéraires techniques en fait, de gestion, aussi bien de l'arbre que du maraîchage, et donc du coup, de pas qu'elle ne se fasse pas au détriment de l'un ou de l'autre. Ah, Blandine, on ne vous entend pas. C'est limite. Blandine, je crois que vous avez votre micro de coupé. Blandine, on t'entend pas, alors je vais prendre le relais. Merci, j'avais coupé mon micro. Bon. Vas-y, Blandine. Merci beaucoup Nicolas, donc je disais pour la présentation de votre système, et je propose de passer au deuxième agriculteur qui intervient aujourd'hui, Serge Fluet du Clos de Flore. Donc de la même manière, si vous pouvez nous présenter votre ferme et puis globalement votre système et ce que vous avez essayé de faire en intégrant la biodiversité. Donc, bonjour à tous. Donc moi je suis sur une exploitation maraîchère qui était en conventionnel jusqu'en 2008. Ma date d'installation c'est 1989 et en 2008 j'ai converti l'exploitation à l'agriculture biologique. Donc je suis les cultures c'est exclusivement du maraîchage sous abri sur une surface de 4 hectares et en plein champ sur 8 hectares. Voilà, on a un agrandissement qui s'est fait il y a 2 ans avec une parcelle de 17 hectares qu'on a converti aussi au bio et qui va nous servir à pouvoir faire des rotations de culture un peu plus facilement. Et puis on occupera les surfaces avec des céréales. Voilà, donc nous on est sur de la diversification parce que le marché du bio nous demandait de la diversification contrairement au marché du conventionnel où là il fallait être quasiment en monoculture. En bio, dans les années 2008, il fallait être relativement diversifié, enfin, aujourd'hui encore d'ailleurs. Et donc voilà, les cultures, principalement l'été, c'est de la tomate en diversification aussi, puisqu'on a 5 ou 6 variétés de tomates. On a du melon qui occupe la majorité de la surface sous abri. Vous voyez sur les photos, il y a de l'artichaut au printemps. Et l'été, il y a du melon en plein champ. Voilà. L'hiver, on a beaucoup de choux en diversification sur les parcelles de plein champ aussi. Et l'hiver, on fait de la salade, de la mâche, du persil et de l'épinard sous abri. Voilà, ça c'est pour les cultures. Merci Alors, Serge pour la présentation voilà, de cette diversité cultivée qui est venue avec la conversion à l'agriculture biologique, si je comprends bien. oui. Et donc, quand on a préparé ce webinaire, vous nous avez parlé d'une expérimentation menée notamment avec le GRAB, d'intégrer une autre forme de biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, donc on a un gros souci sur la tomate, les cultures de tomates. C'était, pour ceux qui connaissent, la Tuta absoluta qui nous cause de gros dégâts. Et notamment sur les tomates anciennes populations, il y a des variétés qui sont très sensibles. Et donc, on avait un souci avec ça. Alors, on a essayé d'y remédier par le biais de bandes fleuries pour maintenir et pour faire multiplier des populations de Macrolophus. Voilà. Donc, ça a bien marché pendant 2 ou 3 ans. 3 ans. Et après, on a abandonné parce qu'en fait, on le voit bien sur les photos, là, les soucis, j'avais du mal à les garder tout l'hiver dans les abris. Quoi. Voilà, ça demandait beaucoup de travail et au final, j'étais obligé de racheter des macrolophus au printemps pour ensemencer quoi, les cultures de tomates. Donc, l'équilibre financier n'y était plus là. Il fallait, ça coûte relativement cher de mettre en place ces soucis. Et du coup, comme au printemps, on se retrouvait avec des plantes qui étaient complètement dépourvues de macrolophus. Il a fallu en racheter. Donc, c'est pour ça que j'ai abandonné la technique. Voilà, je l'ai fait pendant 3 ans. Et à la 3e année, on a arrêté. Ok. Merci Serge pour cet aperçu de ce que vous faites et de ce que vous avez expérimenté. On en parlera un peu plus longuement dans la suite du webinaire. Et on peut passer au dernier agriculteur qui est avec nous aujourd'hui en tant qu'intervenant, Pierre Clair.
Pierre, oui. Voilà, on va arriver. Donc, de la même manière, si vous pouvez vous prêter à l'exercice de présenter votre ferme et puis très rapidement quel type de biodiversité vous avez intégré et pourquoi. Oui. Bonjour à tous, donc Pierre Leclerc, donc moi je suis producteur installé depuis 2001 en fait, par contre sur une exploitation familiale. En fait, je suis installé officiellement depuis 2001, mais comme c'est une exploitation familiale, j'y ai passé mon enfance dedans, quoi. Et donc, bon, je reprends peut-être pas les surfaces et tout ça, vous les avez sur le tableau. En fait, je voulais surtout éventuellement prendre un peu l'historique et l'évolution de cette diversification. La diversification, en fait, elle s'est faite sur l'exploitation. En fait, à l'origine, c'est une exploitation qui était à 90-95% arboriculture, 100%, oui, 95% arboriculture, 90% pommes. Donc, la diversification, elle s'est faite dans un premier temps dans un but économique avec une diversification sur les vignes dans les années 95-96, vignes de cuve. Et puis après, dans les années 2003, donc mon passage en bio, moi, en 2000-2001, quand je suis arrivé sur l'exploitation. Et donc, 2003-2005, en fait, je me suis impliqué dans un circuit de vente, un circuit court, dans la création d'un point de vente collectif. Et dans ce cadre-là, du coup, j'ai amené une diversification variétale de façon à rechercher des variétés plus gustatives, donc plutôt des variétés anciennes, en fait, que j'ai sélectionnées pour les caractéristiques gustatives. Dans la continuité de ça, dans les années 2005, en fait, j'ai introduit de l'élevage. Alors, à l'origine, en fait, c'était pour aider un collègue sur le bon collectif qui cherchait des zones de pâturage. Et puis, en fait, de voir ces bêtes dans mes vergers, ça m'a bien plu. Je me suis posé des questions si ça pouvait pas apporter par certains aspects donc un effet bénéfique sur par le fait d'assainir sur certains aspects. Et donc en fait, ce collègue, quand il s'est arrêté de venir sur mon exploitation, en fait moi j'ai continué et donc j'ai créé un petit troupeau d'une vingtaine de brebis et avec un bélier, donc les agneaux qui vont avec, et comme ils sont toujours ensemble, ça tourne sur l'année. Et puis, en fait, à partir de là, je suis de plus en plus sensibilisé à ces aspects de diversification par de la lecture autre. Et je me suis convaincu de l'importance de ces enjeux. Pour moi, l'adaptation, ça passe par la diversification. Et en fait, je suis allé là-dedans de plus en plus. Et actuellement, j'ai une centaine de variétés, toutes espèces confondues, en production sur l'exploitation. Merci Pierre pour nous avoir présenté le panorama de toute la diversité, la biodiversité que vous accueillez et que vous avez mis en place sur votre exploitation agricole. Et merci à tous les trois pour le panorama là, que vous nous avez proposé. Donc, différentes raisons qui vous ont amené à intégrer de la biodiversité, que ce soit des raisons plutôt climatiques, ou faire de la rotation, intégrer des espèces pour la rotation et pouvoir cultiver en bio, essayer de gérer des bioagresseurs problématiques avec des bandes fleuries par exemple, aussi des raisons économiques, des raisons gustatives, on a parlé avec l'intégration d'autres variétés, et puis des raisons voilà, d'assainissement, gestion des bioagresseurs aussi avec l'intégration d'élevage. Et donc avant de passer à la seconde partie et discuter vraiment des aspects, on a commencé à le faire, hein, mais des aspects, des difficultés que ça a pu entraîner pour vous et des stratégies que vous avez pu adopter pour gérer ça, on va vous proposer, Vianney va vous proposer un petit sondage que vous devriez voir apparaître sur vos écrans. Voilà, nous proposons de répondre à la question suivante. Est-ce que l'augmentation de la biodiversité sur les fermes entraîne selon vous des complexités d'ordre technique, organisationnel, matériel ou d'un autre ordre? Donc normalement, vous voyez les résultats s'afficher au fur et à mesure. Donc c'est pas un très bon
d'un point de vue statistique, il y a une influence des... Je crois que non, ceux qui n'ont pas voté, bon, peut-être pas. Mais pour le moment, sans révéler quelque chose de formidable, les choix vont plutôt sur l'ordre organisationnel, ensuite technique, ensuite matériel et quelques autres réponses. Voilà, donc nous sommes à peu près de 70 personnes et la moitié d'entre vous ont répondu. Je vous propose de clôturer le sondage et de voir maintenant justement ce qu'en pensent nos agriculteurs. Merci pour vos réponses. Merci Vianney pour la transition. Donc effectivement, on va maintenant essayer d'avoir l'avis de Pierre, Serge et Nicolas. Et pour commencer, Pierre, vu que vous aviez la parole juste avant, vous nous avez présenté la manière dont vous avez intégré la biodiversité dans votre système juste à l'instant. On a envie de vous poser la question parce que vous ne l'avez pas tout à fait abordé. Finalement, est-ce que c'est complexe ou est-ce que ça a été complexe et si oui, pourquoi? Alors, est-ce que c'est complexe? Oui, j'aurais tendance à dire oui. Après, moi je trouve que c'est passionnant et du coup, je le ressens pas comme ça, quoi. Je pense que oui, parce que quand j'en parle avec des collègues ou autres, beaucoup se demandent comment j'arrive à tout gérer. Mais voilà, en fait, le plaisir que j'y retrouve aussi bien dans la pratique, dans la diversité des pratiques, du coup, avec une pratique qui n'est pas du tout routinière, et aussi le plaisir par l'observation du coup d'espèces qui viennent, d'espèces sauvages qui viennent aussi attirées simplement par une mouton, par exemple. Parce que j'ai aussi un peu introduit des cochons récemment. Fait que ben voilà, cette complexité, elle me pèse pas entre guillemets, quoi. Après, c'est une organisation aussi. J'ai voulu essayer de garder des pratiques qui me permettent quand même une efficacité. Et donc, j'ai essayé de planter. J'ai conservé aussi toutes les haies. J'ai refusé d'aller détruire toutes les haies comme ça se fait beaucoup dans l'environnement autour de chez moi, quoi. Donc j'ai gardé quasiment toutes les haies historiques sur l'exploitation. Par contre, j'ai essayé de m'adapter en plantant des cultures où il y avait besoin d'intervenir assez régulièrement, en gardant des lignes complètes et en utilisant les bouts de parcelles ou autres sur des cultures qui nécessitaient moins d'intervention mécanique, notamment. Donc voilà, il y a une petite adaptation qui se fait sur le long terme, ça, et qui est qui est remise en cause en permanence parce que les arbres sont plantés. En plus, ma démarche n'est pas de faire ce que j'appelle des vergers jetables. Je reste sur des vergers où j'ai des vergers qui ont maintenant 60 ans, en fait, un peu plus, des vergers de pommiers. Donc, tant qu'ils produisent, je veux les garder. C'est des variétés anciennes. Je replante des variétés anciennes, donc je ne vais pas arracher des variétés anciennes parce qu'elles sont entre guillemets obsolètes. Voilà. Ok, donc finalement une complexité mais qui est acceptée, si je comprends bien. Vous avez quand même intégré des moutons, vous disiez que c'était pas, au départ, vous étiez pas éleveur, vous étiez plus sur les productions végétales. Est-ce que de ce côté-là, est-ce que ça a quand même entraîné des adaptations nécessaires, des choses qui peuvent être Alors, difficiles ou non? oui, en fait, moi, je suis pharmacien de formation, donc j'ai déjà une approche un peu rationnelle des choses et voilà. Et donc, chaque fois que j'ai introduit une espèce nouvelle, je suis allé me former avant. Je suis allé me former avant parce qu'en plus, et puis me former à des pratiques, je voulais pas que cette espèce m'augmente les interventions. Mon but, c'était plutôt de diminuer. Mon objectif était d'essayer d'être le moins interventionniste possible globalement. Donc, j'avais une approche, dans tout ce que j'introduis, j'ai une approche plutôt dans ce sens-là. J'ai peut-être pas bien répondu à la question, j'ai perdu la question au fil de route. Si, la question, c'était autour des difficultés qu'aurait pu entraîner le fait d'intégrer des animaux quand on n'a pas l'habitude
gérer cet Ouais, esprit, si mais vous y avez répondu donc en nous disant que voilà, vous êtes formé auparavant. formation au préalable avant d'introduire, ouais. Ok, eh bien, merci beaucoup Pierre. Et je propose de continuer la discussion avec Serge. Donc Serge, vous avez commencé à nous parler tout à l'heure quand même des complexités que entraînait la mise en place notamment des bandes fleuries, avec le fait que donc les auxiliaires qui étaient attendus pour gérer Tuta absoluta, la mouche de la tomate, ont finalement pas été aussi abondants que ce que vous attendiez. Donc ça a nécessité d'avoir délâché d'auxiliaires supplémentaires. Finalement, est-ce qu'il y a d'autres aspects, donc là c'est plus un ordre économique et de travail supplémentaire, est-ce qu'il y a d'autres aspects qui vous ont paru complexes dans le fait comme ça d'avoir des espèces de bandes fleuries dans les parcelles, au sein des parcelles? Est-ce que ça a entraîné d'autres difficultés déjà? Ben, ça entraîne des difficultés matérielles, quoi, parce que les bandes fleuries se développent énormément l'été. Donc, elle nous gênait sur les passe-pieds, quoi, au bord des serres. Là, on ne pouvait plus passer. À un moment donné, il a fallu passer avec la machette pour couper les soucis et autres bleuets qu'on avait mis en place, quoi, parce que c'était assez important, là, le développement de la végétation. Donc, c'était un problème. Mais le gros problème, pour moi, c'est du fait des rotations de culture que l'on s'impose en bio. En fait, quand on plante les soucis, comme vous le voyez sur les photos au bord des serres, en fait, les soucis ne sont jamais bien placés, quoi, parce que la première année, on les met en place, mais il n'y a pas de macrolophus dedans. Et les macrolophus viennent la deuxième année. Et la deuxième année, il faut déplacer les tomates dans d'autres tunnels. Voilà. Et donc, on était toujours en train de courir après les macrolophus pour les réinstaller dans les tunnels de tomates. Alors, on a trouvé cette solution de caisse. Là, vous voyez sur les photos, il y a des caisses, c'est des caisses à légumes en plastique tout classique. Et donc, j'ai fait des semis en été. J'ai développé les cultures de soucis dans ces caisses. Et j'ai introduit les caisses au moment en fin de culture, avant de couper les tomates. Parce que les tomates, quand je suis en fin de culture, je les coupe au pied avec un sécateur et elles sèchent. Et à ce moment-là, les macrolophus migrent dans les soucis. Je stocke les soucis dans un tunnel, comme vous le voyez sur la photo, tout l'hiver dans un tunnel, et au printemps, on les réintroduit dans les cultures de tomates. Sur la photo, on les voit bien sur la photo du haut. Et le problème, c'est que j'avais du mal à maintenir les soucis en bon état tout l'hiver. La première année, ça a été à peu près, et les deux autres années, ils étaient un peu souffreteux. Alors peut-être parce que je m'en occupais mal, parce qu'on a autre chose à faire et qu'on les néglige un peu. Et au final, ben, les macrolophus ne restaient pas dans les fleurs, ou disparaissaient. À tel point qu'il a fallu en racheter. Donc c'est pour ça que c'est quand même énormément de travail de semer des plantes, de les entretenir, de les introduire dans un premier temps pour que les macrolophus migrent dedans, après de le réintroduire pour que les macrolophus migrent sur les tomates. Tout ça, c'est de la manipulation, c'est du temps et c'est de l'argent. Et donc, quand au final, il faut encore racheter des macrolophus pour ensemencer la culture, bon, mais l'intérêt n'y est plus, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'on a abandonné et on est revenu à des pratiques classiques, c'est-à-dire on achète les macrolophus et on les introduit en début de culture sur les tomates. Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous appuyez encore sur la biodiversité, mais en la réintroduisant chaque année. En réintroduisant chaque année sur les cultures. Oui, je précise pour ceux qui ne sont pas maraîchers ou qui ne sont pas forcément dans le sud-est que le macrolophus est indigène. Et donc, quand on implante des fleurs, on l'aide à se multiplier et on le trouve aussi dans le commerce, vous l'avez compris, comme vous le disiez, Serge, avec des lâchers de macrolophus. Et il apprécie énormément les soucis. Dès qu'il y a des fleurs de soucis, ils vont se réfugier dedans et on peut les conserver. On peut les conserver tout l'hiver dans les soucis. Mais le problème, c'est de conserver les soucis en bonne santé, pour moi du moins. Je pense qu'il y a des gens qui peut-être peuvent s'organiser différemment et
et les garder dans de meilleures conditions. Mais nous, dans notre principe de fonctionnement, avec toutes les cultures et le volume que ça représente, on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de ça, et ce qui fait que ça devient, ça nous intéresse plus. Voilà. D'accord. Bah, merci pour ce témoignage. Peut-être une toute petite dernière question. Tout à l'heure, quand je vous ai posé la question de quelle biodiversité vous avez mise en place, vous avez quand même parlé du fait d'avoir augmenté le nombre d'espèces que vous cultivez depuis que vous êtes en bio et d'avoir augmenté aussi le nombre de variétés. Est-ce que ça a changé beaucoup de choses dans votre système? Est-ce que ça a impacté votre manière de travailler? Ça a rajouté des difficultés Oui, disons qu'il a fallu un peu s'habituer à ce type de fonctionnement, quoi, parce qu'en conventionnel, c'était une monoculture de salade l'hiver et une monoculture de melon, de tomates l'été. Donc là, pour le coup, on a de la fraise aussi, j'ai oublié de vous le citer tout à l'heure, mais on a des fraises, on a des melons, on a des poivrons, on a de la tomate en diversification, parce qu'en tomate, il y a de la tomate ancienne, il y a 4 ou 5 variétés de tomates anciennes population. Il y a de la tomate hybride classique, il y a de la romain. Donc tout ça c'est une organisation. Mais bon, c'est vrai qu'au fil des ans, on arrive à le gérer. C'est plus un souci. Maintenant, aujourd'hui, on gère ça correctement et je suis bien habitué. Donc, voilà. Il a fallu un temps d'adaptation, mais maintenant, ça pose plus de problème. D'accord. Eh bien, merci pour vos réponses. Et je propose, Nicolas, que vous reveniez sur scène pour, à votre tour, nous faire part des complexités que vous avez pu rencontrer. Alors, on a commencé à en parler un petit peu tout à l'heure en début de webinaire. Vous nous disiez notamment que si c'était à refaire, vous ne remettriez pas les pommiers et les figuiers sur le même rang puisque ça pose des difficultés au moment de la récolte. Donc, des choses plus d'ordre organisationnel. Vous nous avez parlé de votre stratégie en s'appuyant sur la coopération, le fait aussi d'accepter le changement, la notion d'agroéquipement à adapter. Est-ce qu'il y a d'autres choses que ça a changé sur vos systèmes d'intégrer autant de biodiversité et comment vous vous êtes adapté ou pas? Alors, Serge et Pierre ont en partie fait gérer dans le même sens que ce qu'ils ont relevé. Première chose, la formation. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé notamment au sein des CIVAM, donc les groupes CIVAM, les centres d'initiative pour valoriser le milieu rural, l'agriculture, le milieu rural, beaucoup de ressources. Et en fait, le fonctionnement des CIVAM, c'est que ce sont des groupes d'agriculteurs qui réfléchissent ensemble à des problématiques qui peuvent aussi bien concerner les systèmes de production que nos systèmes de commercialisation et qui sont répartis partout en France. Et en fait, au sein des CIVAM, j'ai pu me connecter à un réseau. Et aujourd'hui encore, parce que je pense que là, pour le coup, il faut s'autoriser à apprendre et à se former tout au long de son activité. Mais ça a été vraiment quelque chose pour moi d'important. Alors, autant pour me dire, ben là, je suis dans une impasse, je dois en sortir. Hein, le témoignage de Serge et moi, je trouve très intéressant pour ça, de dire à un moment donné, ben, ça me demandait beaucoup de temps. Je pense que ce n'était pas cohérent pour moi de gérer ça dans mon système. Bon, bien moi, si je prends par exemple l'exemple du pommier, au départ, j'avais fait le choix d'implanter que du figuier. On m'en avait dissuadé. Et finalement, bon, j'ai dit ben, pourquoi pas. Mais en fait, ma densité de plantation n'était absolument pas cohérente avec l'idée de tenir un marché au bout, parce qu'il faut bien dire que si on implante en fait donc des variétés, qu'elles soient légumières ou arbaux, c'est pour les flécher sur un débouché de commercialisation. Et en fait, moi, je n'avais pas du tout assez de densité. Ensuite, j'ai fait le choix de 2 variétés différentes, pomme bouquepreuve et pomme reine des rainettes, 2 arbres qui ont un port, l'un érigé, l'autre plutôt buissonnant, donc pas le même type de taille. Bref, je suis parti avec pas mal de cailloux dans la chaussure et en fait, chemin faisant, à un moment donné, au fil notamment des formations, puis des échanges avec d'autres collègues qui étaient soit arboriculteurs, soit aussi qui implantaient du verger maraîcher, ben, j'ai vite, là, je me suis dit, effectivement, les choix d'implantation au départ ont été pas très bons. Donc ben là, l'idée, c'est de le partager, ça, de savoir dire, ben là, les gars, je me suis planté, c'est pas du tout cohérent, et puis que
ça servira justement à d'autres pour éviter ce genre de rencontrer ces difficultés. Ensuite, j'insisterai sur la coopération parce que donc dans cette idée d'échange, c'est que en fait, on est intelligent qu'à plusieurs. Et là aussi, j'ai pu vérifier que des fois, alors j'emploie à peu près 200 heures dans l'année sur la ferme, donc c'est essentiellement réparti sur la période printemps-été, début d'automne, sur des périodes de récolte. Mais parfois, c'est intéressant d'avoir le point de vue ou enfin, quelqu'un qui réfléchit à son système. Tout à l'heure, Pierre disait, ben, tiens, ma formation initiale, moi, l'a certainement aidé dans la façon de conduire et puis de développer son système. Ben, je dirais que là aussi, dans la coopération, quand quelqu'un travaille sur la ferme, en tout cas, ben, il peut y avoir des fois des grilles de lecture qui vont dire, ben, tiens, si ça s'était fait autrement ou différemment, ou ça a été implanté de telle manière, mais pourquoi tu n'as pas pensé à ceci ou à cela? Donc ça, c'est un point important. Ensuite, sur ce qui est, et je dirais je parlais de l'agroéquipement, c'est que je pense que l'outil intelligent, c'est l'outil qui enlève de la pénibilité et qui permet de gagner en efficacité, mais surtout d'enlever de la pénibilité. Et c'est vrai que moi, par exemple, j'ai des parcelles en fait qui sur l'hectare et demi en fait est divisé en parcelles de maraîchage qui sont d'une largeur qui oscille entre 9 et 12 mètres sur 80 et 100 mètres. Et donc, du coup, le choix d'implantation, en fait, est important pour tout simplement adapter son implantation à l'équipement qu'on va utiliser pour conduire ces parcelles. Moi, je trouve que techniquement, je ne peux pas me passer du travail du sol pour implanter mon maraîchage et tout ça. Et je pense, en fait, que on est un pays d'ingénieurs. On a développé pas mal d'agroéquipements. Les années 70 ont été assez prolixes de ce côté-là, notamment en porte-outils légers, des choses plutôt intelligentes. Il n'est pas rare de trouver dans des fermes familiales des outils en fait, qui ont été actualisés, mais tout simplement pour être parfois développés en plus gros, pour être associés donc, à des machines, des tracteurs de plus forte puissance. Mais en fait, on disposait en fait, en tout cas d'une ingénierie en fait, dans le développement de cet agroéquipement. On l'a complètement abandonné. Et aujourd'hui, en fait, la plupart du matériel est fabriqué hors de France. On a très peu de choses qui sont développées. Et ça, j'avoue que c'est une des choses qui est une difficulté. Alors aujourd'hui, on y travaille. J'ai cité l'atelier paysan, mais il y a des choses qui se développent, et notamment des initiatives en fait d'outils qui sont souvent adaptés, parce qu'on s'aperçoit qu'on réinvente la roue sur certains, et aussi avec l'idée de prendre en compte en fait la dépendance à l'énergie en fait, et notamment l'énergie fossile. Et ça, voilà, en fait, c'est des choses ça apporte de la complexité, mais comme le disait Pierre, moi, c'est aussi ce qui, pour moi, rend le métier intéressant. Et j'ajouterais juste une chose, c'est que c'est vrai que pour le coup, ça demande plus de bras. Et là, je me retrouvais dans ce que expliquait Serge, c'est-à-dire qu'à un moment donné, introduire de la diversité, ça a été aussi à un moment donné ça demandait de compiler plusieurs tâches. Et en fait, on est sur des activités où les marchés, notamment sur le circuit long, ne sont pas régulés. Donc, ça veut dire que c'est la foire d'empoigne et que du coup, on est obligé de tenir compte de certains critères de rendement économique et tout ça. Alors, moi, je suis un circuit court, je suis sur une autre logique, mais il n'empêche que elle est quasi similaire et que là aussi, en fait, il faut pouvoir répercuter le coût en main-d'œuvre de la gestion de cette diversité sur ses coûts de revient et sur les prix qu'on pratique. Et moi, j'y arrive parce que ce sont donc des petits volumes qui sont distribués en circuit court. Ça serait impossible d'envisager ça sur du circuit long, bien sûr. Enfin, ça serait pas cohérent. Enfin, en tout cas, moi, de mon point de vue, par rapport au volume que je produis. Et ça, par contre, c'est aussi un élément important, c'est de dire, oui, introduire la complexité. Alors, c'est d'un côté, moi, je trouve ça bien heureux. Ça demande plus de bras, plus de bras au sens, c'est oui, de la main d'œuvre et puis de la main d'œuvre intelligente, quoi. Mais partant, ça se répercute à un moment donné
aussi sur le coût de revient. Et c'est important du coup d'avoir une commercialisation qui nous permette d'avoir la main sur la fixation des prix. Et là aussi, pour moi, la coopération, c'est une des clés. C'est-à-dire que mutualiser un espace de vente avec des collègues paysans, ça veut dire pouvoir reprendre la main sur la fixation du prix et coopérer pour, par exemple, gagner en confort quand il s'agit de s'organiser et de coopérer pour mutualiser des livraisons. On a créé un GI2E là, avec des collègues là, qui permet, en fait, parce qu'on avait les mêmes clients en magasin spécialisé. Et du coup, voilà une des clés qui permet en fait de gérer cette complexité et puis de pouvoir aussi en fait ne pas se trouver dans des équations un peu qui peuvent être trop compliquées en fait à résoudre du fait d'avoir introduit cette complexité. Ok, merci beaucoup Nicolas. Donc voilà, on retient la stratégie coopération, agroéquipement adapté, mais aussi la notion de commercialisation et de mode de commercialisation à adapter. On arrive au bout de cette deuxième partie. Donc, merci à vous trois, Nicolas, Serge et Pierre. Vous nous avez présenté un panel de différents moyens de diversifier et d'apporter de la biodiversité dans les systèmes pour différentes raisons. Vous avez fait face à des difficultés qui peuvent être similaires ou non, et vous avez choisi des chemins adaptés à vos finalités et à vos systèmes. Et donc, Marianne, en tant qu'ergonome qui travaille sur ces questions de relation entre le travail des agriculteurs et le pilotage de systèmes complexes, on aurait envie de poser la question. Est-ce qu'il y a des éléments que tu as envie que tu penses qu'ils pourraient être importants d'apporter pour rebondir sur les présentations qui ont été faites par Nicolas, Serge et Pierre? Ou est-ce que tu aurais envie de compléter avec des choses que tu as pu voir par ailleurs? Moi, je pense que les trois agriculteurs qu'on a entendus ont dressé un panorama assez exhaustif en fait des questions que soulèvent ces enjeux de diversification et la complexité que ça peut apporter et la manière surtout de la gérer, parce qu'en fait c'est ça aussi qu'on entend. Moi, ce que j'ai retenu, mais c'est un peu du vrac peut-être que je vais vous livrer, hein, mais c'est que d'une part, les motivations pour introduire cette diversité, elles sont variées. Ça, on le retrouve bien dans tous les processus de transition. On va pas, mais il faut avoir quand même une envie particulière. Il y a peut-être quelque chose que j'ai pas forcément. Peut-être qu'on pourra creuser dans la suite. C'est finalement quelles sont les fonctionnalités qu'on en attend de cette biodiversité. À la fois dans le système agronomique, on va dire, parce qu'on a vu un certain nombre d'intérêts, de plaisirs aussi de gérer cette biodiversité et de la voir, hein, de l'observer. Voilà. Mais on n'a pas forcément eu l'occasion encore d'échanger sur qu'est-ce qu'on en attend et ce que finalement ça permet d'obtenir qu'on n'obtiendrait pas autrement. Mais ça, ce n'est pas une considération d'ergonome. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans ce qu'on a entendu, c'est pour pouvoir arriver à gérer cette diversité, il faut peut-être chercher à avoir moins d'intervention. C'est-à-dire que donc il y a une manière de gérer cette diversité en se l'appropriant dans une perspective. On va prendre une diversité qui nous permet de ne pas intervenir autant à chaque fois sur les cultures. Donc ça, j'ai trouvé ça un point à noter. Pareil, j'ai trouvé un point à noter sur le fait que finalement, l'organisation de l'espace ne peut pas se penser indépendamment de l'organisation du travail. C'est-à-dire que quand on met les arbres à un endroit ou les bandes fleuries à un autre endroit, on voit bien que ça génère des façons de s'organiser qui sont nécessaires à penser, et que du coup ça génère pour les agriculteurs qu'on a entendu soit de l'innovation d'une certaine façon. Moi je l'ai pris comme une innovation, par exemple, de se dire je laisse pas ma bande enherbée, enfin ma bande fleurie statique, mais je m'arrange pour la rendre mobile, avec tous les problèmes que ça pose, hein, du coup on voit bien, mais du point de vue du travail. Mais je trouvais ça intéressant d'imaginer comment rendre compatible finalement
les changements qu'on a dans ces rotations et cette façon de gérer aussi la place de la bande fleurie. Ça fait de l'innovation aussi sur le matériel, on l'a entendu, hein, voilà. Et on a beaucoup entendu, alors moi il y a 2 autres choses que j'ai entendues qui me semblaient aussi importantes dans ces trajectoires. On a le droit à l'échec, c'est intéressant de les partager. Parce que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait si facilement, je trouve, dans les réseaux d'agriculteurs. On parle peut-être trop des réussites et pas assez de ces allers-retours, de ces processus qui obligent à faire peut-être des retours en arrière. Qu'il y a un temps d'adaptation qui peut être long, mais comme ça peut être passionnant, c'est pas forcément grave. Et que du coup, on se repose quand même. Ça suppose d'être en permanence à accepter de se former, que ce soit dans des groupes, dans des collectifs ou bon, par d'autres biais. Hein, ça, voilà. Et je pense que cet aspect accepter cette remise en cause, que ce soit à travers les échecs ou à travers la formation, je trouvais que c'était marquant dans les 3 aussi trajectoires qui ont été évoquées. Voilà ce que ça m'évoque. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter dans le collectif qui est organisé. Merci beaucoup, Marianne, pour cette bonne pré-synthèse de toutes ces premières interventions. Je propose qu'on passe à la suite. Vianney va nous reproposer un petit sondage pour prendre la température. Voilà. Avant de vous laisser la place pour poser vos questions ou qu'on réponde à celles que vous avez posées dans le chat, je vous propose de répondre au sondage suivant. Est-ce que, selon vous, pour augmenter la biodiversité sur les fermes, ce qui manque le plus actuellement, ce sont des connaissances techniques accessibles, de la recherche, des filières qui soient adaptées pour gérer et absorber ce qui sort des fermes de manière très diversifiée, ou d'autres points? Qu'est-ce que tu as pour moi, Serge? Alors, nous avons déjà la moitié d'entre vous qui ont répondu. Plutôt des connaissances techniques. Ensuite, des filières adaptées. Et de la recherche. Ça nous rassure. Les chercheurs qui sont là savent qu'ils ont encore des travaux. 39, je pense, qui restent à peu près leur secteur de priorité. Donc, je vous propose dans la suite de ce sondage, justement, de voir un peu les questions que tout ça vous pose. J'ai l'impression qu'il y a des questions un peu techniques. On va laisser la place à Pierre et Stéphane pour sélectionner les meilleures d'entre elles et les poser à nos intervenants. Et ensuite, voir un peu comment on élargit ces questions. Merci à vous. Je veux bien commencer. Moi, je trouve que toutes les questions qu'on a reçues sont intéressantes et je vous invite à continuer pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Il y a des questions qui s'adressent à la fois au maraîchage au sens strict et notamment à la présentation de Serge, qui avait des soucis avec ce souci, là, comme disait Pierre. Il y avait une question, une proposition finalement qui consistait à savoir s'il n'y avait pas une possibilité, au-delà d'avoir des soucis mobiles, pour constituer finalement des habitats plus pérennes en ayant des soucis entre des serres, entre des abris ou ailleurs. Mais l'idée, c'est d'avoir un habitat plus permanent qui permettrait d'avoir une présence plus longue de Macrolophus à l'extérieur, finalement, mais peut-être avec une possibilité de passage dans les serres. Ouais, donc je réponds. Oui. Écoutez, donc ça, c'est bien, c'est une bonne question parce que j'ai essayé moi-même de mettre en place des soucis et autres plantes
auxiliaires là, entre les tunnels. Le problème de cette implantation, je ne peux la faire que l'année où je rebâche mes tunnels. Parce qu'après, il y a une végétation qui s'installe, qui est assez haute, assez importante, et donc les plantes dessous, on n'arrive plus à les faire repousser. Et l'été, ben, elles ne sont pas arrosées, et elles ont tendance à sécher et à ne pas se développer. De plus, le plastique fait écran, donc les insectes auxiliaires qui pourraient aller s'y réfugier n'ont pas forcément accès à la culture à l'intérieur parce que le plastique fait écran, quoi. Voilà, donc c'est pas aussi simple que ça, quoi. Voilà. J'ai essayé de mettre en place des cultures comme ça, mais ça a rarement fonctionné. On a mis aussi des céréales, comme de l'avoine, par exemple, pour tenir les pucerons et pour pouvoir, comment dirais-je, pour les curcubitacées, notamment les melons et les courgettes, on a essayé d'implanter de l'avoine, des céréales, quoi, qui sont normalement infestés par les pucerons noirs. Et donc là, c'est pareil, bon, ben en général, ça ne va pas jusqu'au bout. Voilà. C'est assez compliqué. Voilà. À l'extérieur, c'est assez compliqué. Et à l'intérieur, ben, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est pareil, c'est très compliqué parce que soit ça se développe, si on l'arrose au goutte à goutte, comme la culture en place, ça se développe énormément et après, ben, on n'arrive plus à les tenir. Et si on ne les arrose pas, elles ont tendance à péricliter. Donc, voilà. Dans un sens comme dans l'autre, c'est pas facile. Okay. Merci, je pense que ça répond à la question. Je ne sais pas si Vianney, tu veux compléter? Non. Moi, je ne voulais pas compléter, je voulais juste au passage remercier Serge, chez qui on a fait beaucoup d'expérimentation avec donc, mon collègue Jérôme Lambion sur justement, en partant au départ entre les tunnels, puis à l'intérieur, on a cherché des dispositifs et Serge s'est prêté à servir de terrain d'expérimentation pour essayer avec le lab. Merci. Parce que ce que disait Serge, je me rappelle aussi des choses que j'ai vues au Grave. Pierre voulait prendre la suite sur une question qui est liée au rendement, performance, peut-être en général, des systèmes diversifiés. Oui, il y a eu plusieurs questions, au moins 2 ou 3 questions qui se posaient la question de savoir si la diversification, d'une façon générale, jouait sur les rendements et les baisses de rendement, notamment du fait de l'ombrage des arbres sur les plantes cultivées sous les arbres et en maraîchage. Donc, c'était des questions qui étaient plutôt pour Nicolas, je pense. Et il y avait aussi des questions, savoir si ça limitait les pertes des grains et des fruits pendant la récolte. Alors, je ne sais pas exactement à quoi c'était lié cette question-là. Peut-être que Marouba connaît, pourrait rajouter un élément dans le chat pour préciser sa question. Mais je pense que ces questions de diversification et baisse de rendement, elle est un peu générale pour les 3 agriculteurs. Est-ce que vous avez observé des baisses de rendement? Alors, c'est vrai que c'est compliqué quand on diversifie, mais au moins par rapport aux espèces que vous cultivez ou que vous cultiviez en monoculture au départ, est-ce que ça a changé? Peut-être Nicolas d'abord. Oui, alors, au niveau de l'impact en fait sur le rendement, je ne peux pas comparer moi parce que je n'ai jamais eu d'autres systèmes. J'ai commencé tout de suite sur un système diversifié. Je peux que éventuellement comparer sur des. Je pourrais éventuellement comparer sur des systèmes de collègues qui sont moins diversifiés. En tout cas, si je prends mes références. Prenons par exemple la pomme de terre sur des surfaces qui oscillent entre 1500 et 2000 m². J'oscille autour des, on va dire, 2 tonnes 8, 3 tonnes de récolte sur la variété Kuroda par exemple. Donc, je n'observe pas d'impact. En tout cas, le rendement que j'obtiens pour moi est suffisant par rapport au fléchage de la commercialisation. Si je prends une culture comme le persil, il va particulièrement apprécier l'ombre des arbres l'été. La salade, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce qui est à l'aplomb des haies, puisque les rangs d'arbres et les haies sont orientés est-ouest,
donc du coup bénéficient de l'ombre, notamment printemps-été, ça va être plutôt apprécié. Et alors ensuite, je prends par exemple sur des épiphénomènes, des gelées printanières, alors pas le -8 comme on a eu l'année précédente, hein, mais des fins d'avril hein, où on peut avoir un coup de Mistral, puis derrière, tac, une température négative. Là, eh bien, tout ce qui est à l'aplomb des arbres, en fait, bénéficie d'une protection. Et ça, sur les pommes de terre, par exemple, c'est flagrant. Hein, tout ce qui est bien à l'aplomb des haies, en fait, va bénéficier d'un microclimat. En tout cas, c'est ce que j'observe. Et du coup, là, l'abri climatique, je le vérifie. Donc, du coup, l'impact sur le rendement, je ne peux pas dire qu'il soit d'impact. Alors, ensuite, moi, par contre, je prends mes réserves. C'est que ce qui est observé, ce que moi j'observe, peut-être que ça peut être différent dans un autre contexte, dans une autre configuration. Là, pour le coup, ça, c'est le travail des collègues du GRAB, de l'INRAE, tout ça, d'être par-dessus notre épaule et puis de pouvoir prendre un peu de hauteur et à la limite, pouvoir nous aider à placer le curseur. En tout cas, moi, je n'y vois pas de perte de rendement ou d'impact qui soit handicapant. Et au contraire, j'y vois sur la complémentarité des effets plutôt positifs. Merci Nicolas. Est-ce que Serge voudrait apporter aussi des éléments de réponse? Je peux témoigner là-dessus. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis resté en conventionnel pendant une vingtaine d'années, donc je peux faire la comparaison par rapport au conventionnel sur des cultures que j'ai depuis des années. Donc, par exemple, la salade, le persil, puisqu'on parlait de persil, moi je fais du persil sous abri, je fais de la salade aussi sous abri en plein champ, je fais de l'épinard. Bon, ben, sur ces cultures, je ne vois pas de différence de rendement. En densité, on a gardé les mêmes densités que le conventionnel. Certains baissaient les densités en bio, mais bon, moi je suis resté sur des densités que je pratiquais dans le conventionnel et je n'ai pas vraiment de soucis majeurs. Par contre, sur des cultures comme la tomate ou la courgette, que j'ai arrêté déjà depuis 3-4 ans, la courgette, mais sur la courgette, il y avait quand même une sacrée différence, quoi. Parce que bon, les reflux ne sont pas les mêmes, parce que bon, on a des attaques de pucerons qui sont assez dramatiques et qui n'arrivent pas à solutionner. Donc, sur la courgette, par exemple, il y avait des grosses différences. Sur la tomate aussi, il y a quand même quelques kilos d'écart avec le conventionnel. Et par contre, sur le melon, non, je ne vois pas de différence. Sur l'artichaut, par exemple, vous l'avez vu sur les photos, il n'y a aucune différence avec. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence avec le conventionnel. Je suis même convaincu. Voilà. Mais ça, Serge, ça c'est principalement le passage de conduite conventionnelle à conduite bio. Est-ce que si on prend l'entrée biodiversité, donc, en l'occurrence, pas tellement l'histoire de Banque Fleurie, mais l'histoire des rotations, d'avoir augmenté le nombre de cultures, est-ce que ça, globalement, tu penses que ça a impacté sur tes rendements? Non, ça n'impacte pas sur le rendement, ça impacte sur la façon de travailler et sur le temps passé, sur la main-d'œuvre, tout ça, oui, ça a impacté, mais pas sur le rendement. Non, je ne crois pas. Ok. Je ne crois pas. Oui, je n'ai pas constaté. Non, je ne l'ai pas constaté. Merci, Serge. Et Pierre, maintenant, je ne sais pas, peut-être que la question se prête moins à ton système de culture, mais si tu as des éléments à apporter. Ben, si aussi. Alors moi, si on prend une parcelle de pommier type golden, moi j'ai des pertes de rendement de 30% par rapport à ce que j'étais en conventionnel. Parce que j'avoue que je le compare souvent à ce que j'ai fait en conventionnel. Et après, quand je commençais à introduire de l'élevage, j'ai arrêté de réfléchir en termes de rendement à l'arbre ou à la parcelle. Et plus un rendement économique d'exploitation au final, quoi. Et parce qu'en fait, effectivement, il y a des pertes de rendement, ne serait-ce que les moutons, par exemple, qui mangent des bourgeons, donc j'ai moins de fruits au bas des arbres, mais derrière, c'est des aspects avec moins d'éclaircissage sur ces parties-là. Ça devient très complexe et ça peut pas s'analyser aussi simplement que ça, quoi. Dans tous les cas, d'un point de vue économique, mon exploitation, elle est beaucoup plus stable et beaucoup plus fiable actuellement qu'il y a 20 ans en arrière, quoi. Voilà. Et pour un peu répondre à ce qui a été évoqué à un moment donné là, par la personne qui parlait de l'ergonomie système, qui demandait un petit peu on n'avait effectivement pas trop évoqué les objectifs.
je voulais juste rajouter un petit quelque chose parce que moi, ça c'est quelque chose. Quand j'ai introduit le mouton, au départ, je l'ai introduit dans un but de lutter contre le carpocate des pommes. Et au final, je pense qu'il m'apporte d'autres choses sur le carpocate des pommes, je n'en suis pas trop sûr. Voilà. Mais par contre, par exemple, sur le campagnol, j'ai l'impression, j'ai pas de problème, j'ai plus de problème de campagnol, quoi. Alors, est-ce que c'est lié à ça? Est-ce que j'ai pas vraiment de suivi au sens, sur un ravageur précis, mais voilà. Et du coup, l'analyse du rendement, on peut avoir beaucoup moins de rendement, mais si derrière il y a des coûts sont diminués et le système peut être plus pérenne que un modèle. Enfin, moi j'ai connu le modèle sur l'exploitation familiale où c'était des tonnages importants, un rendement, on visait les rendements maximum, etc., quoi. Merci Pierre. On se posait la question si éventuellement Sylvain avait des éléments à apporter également par rapport aux expérimentations et l'expérience qu'il y a sur l'unité de Gautron par rapport au rendement. Vos performances en général. En termes de performance, nous, c'est encore jeune, hein, donc ce sera un petit peu difficile voilà, de répondre. Après, bon, je ne sais pas si Jean-Bray, j'avais posé une question un peu plus tard. Je ne sais pas si... Voilà, c'était juste pour dire que ça a déjà été souligné, c'est que on n'est plus dans une seule production. Donc, on va donc être à... Donc, aucune production va être à l'optimum, optimum, parce que quand on n'a que de la pomme, on pense tout autour de la pomme et point barre. Dès qu'on va être avec d'autres espèces, voilà, on met de la luzerne pour fertiliser l'arbre, etc. Et ben, si j'ai un pro de la luzerne et un pro de l'arbre, ils sont pas toujours d'accord parce qu'ils vont pas vouloir gérer de la même façon quand on reste en monofilière. Et puis dès qu'on va mettre toutes ces productions ensemble, ces espèces, ces variétés, etc., du coup, il va falloir faire ce que j'appelle des compromis, c'est-à-dire avoir une vision système, hein, ça vient d'être dit à l'instant, hein, et du coup, on va peut-être perdre d'un côté, mais on va regagner de l'autre parce qu'on en attend autre chose que de la production, ou alors ça donne plus de stabilité à l'ensemble du système. Voilà, donc c'était un peu pour rebondir là-dessus. Et je finis juste au passage, voilà, la notion de coopération, enfin, nous on s'appuie sur un collectif, pour pas oublier des choses, hein, parce que quand on en a beaucoup à gérer, voilà, et puis pour amener des regards différents et des compétences différentes pour arriver à faire ces compromis, parce que dans l'idée, c'est que tout le monde y trouve son compte, que ce soit le poireau qui est à l'ombre du pommier et le pommier aussi, voilà. Et puis il y en a beaucoup plus à côté. Voilà, je ne sais pas si ça... Voilà, c'est un témoignage, mais on est côté expé, donc il y a des choses qui vont être différentes forcément, hein. Donc, je veux bien prendre la suite là pour d'autres questions. Il y en a une qui était posée concernant la configuration qu'on donne à la biodiversité. Là, ce qu'on a vu, c'est plutôt des modèles en ligne. Enfin, et au passage, moi, je trouve qu'il y a un travail non seulement d'artisans, comme l'évoquait Nicolas, mais aussi d'architecture, de conception de systèmes. Mais on a vu beaucoup des systèmes en ligne et il y a une proposition ou une interrogation sur pourquoi des lignes plutôt que des îlots, pardon, ou une autre configuration. Et je sais qu'à Gautron, là, Sylvain et d'autres ont réfléchi à ça, mais peut-être que vous aussi, en tant que producteur, vous avez pensé à cette question-là, finalement. Comment est-ce que, quelle forme on donne à ces systèmes biodiversifiés? Nicolas, peut-être? Oui. Alors, effectivement, là, j'avoue que une des faiblesses serait la force du mimétisme. Pourquoi des lignes? Au départ, l'implantation, c'était dans l'idée de bien sûr d'être
sur quelque chose d'assez pragmatique et d'organisation de l'espace qui permettent qu'il soit optimisé. Mais effectivement, quand aujourd'hui des porteurs de projets réfléchissent en collectif sur des typologies un peu d'implantation qui pourraient paraître un peu, comment dire, innovantes, eh ben, en fait, on pourrait se dire que c'est pas complètement. En fait, l'idée, quand on fait le choix d'implantation, c'est de bien hiérarchiser les critères d'implantation. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que c'est diversifier en fait sa production pour la commercialisation? Est-ce que c'est de l'abri climatique? Alors là, je parle pour l'agroforesterie, par exemple. Et du coup, le fait au départ, il faut bien hiérarchiser en fait ce qu'on attend de cette diversification et comment. Et du coup, ensuite, on va réfléchir à comment l'implanter. Et effectivement, là, pour le coup, je me souviens d'avoir vu des projets d'implantation, notamment poules pondeuses Arbo, qui, du coup, n'étaient pas du tout pensés sur la base de linéaire, mais plus pensés pour justement pouvoir gérer plusieurs bandes de volailles. Et partant, l'implantation n'était pas faite que sur la base de linéaire. Du coup, voilà. Et ça, par exemple, un bureau d'études comme Agrouf a réfléchi et en tout cas a pu conduire des projets assez innovants de ce côté-là. Donc oui, effectivement, moi, de mon côté, j'avoue que des fois, c'est la force du mimétisme, quoi. On se dit, tiens, c'est peut-être le plus simple à implanter. Il y a une façon aussi de se dire que qui encourage à ça, c'est que de l'organisation du travail sur les parcelles ou sur la parcelle. Voilà. Ok. Bien, merci. Je ne sais pas si d'autres veulent compléter ou. Je signale qu'il ne reste plus que 4 minutes. Hein. Ah oui, d'accord. Bon, donc on va aller très vite. Il y avait une question peut-être pendant, à moins que tu veuilles la poser, là, Pierre, mais il y avait une question qui est souvent posée d'ailleurs, qui est celle d'une biodiversité optimum. Finalement, jusqu'où faut-il biodiversifier? Est-ce qu'il y a des limites et est-ce qu'on peut identifier des optimums par rapport à certaines fonctions, certains objectifs? Donc, si vous pouvez nous éclairer à ce sujet-là, je pense que vous avez tous une expérience, et je pense que c'est une question importante et sur laquelle ça vaut la peine quand même de se positionner. Je sais pas, ça peut être Serge, oui, tout Pierre d'ailleurs. d'abord. Oui, oui. Oui, ben moi je veux bien. Je n'ai pas d'avis dessus particulier. Enfin, si, j'ai un petit avis, mais je dirais que c'est un petit peu la gestion, c'est-à-dire que moi, la diversification, j'ai quand même essayé de la faire de façon à ce que les cultures n'arrivent pas toutes en même temps, toutes les productions, pour ce qui est végétal, quoi, parce que l'animal, en fait, il est un peu à part du tout là-dedans. Et après, ben, je dirais que dans cet aspect d'étalement, c'est la limite, elle est annuelle, quoi. Enfin, moi, voilà, je sais pas, je crois que ça c'est à chacun, quoi. C'est fonction de comment on gère. Je pense que c'est intimement lié à la mécanisation, au système de commercialisation. Et voilà. Et pour revenir un petit peu sur ce que disait Nicolas et la question précédente, c'est que je pense que la mécanisation est un gros facteur et au plus on mécanise, au plus on va avoir intérêt à faire des lignes. Pour pas faire des lignes, il va falloir se passer de la mécanisation, qu'elle soit petite ou grande en niveau de taille d'outil, quoi. Merci. Nicolas, oui. Oui, j'insisterai sur la notion de collectif, en fait. Là, le début mars prochain, là, il y a la rencontre des systèmes de production, là, des CIVAM, et aussi des commissions qui parlent d'alimentation près du Pays Basque et dans les Landes. Et en fait, on va aller à la rencontre d'installations en collectif. Et je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire des fermes en fait où on a l'éleveur, le maraîcher, le paysan boulanger, enfin des structures très imbriquées, avec l'idée justement de vraiment miser sur la complémentarité des différents ateliers sur les fermes et puis aussi gérer cette diversité qui est cette complexité qui demande en fait plus de bras, plus de main d'œuvre et plus de et tout ça en fait
je pense que ça sera intéressant de voir comment vont se développer ces types d'installations. Voilà. Là, encore une fois, je pense que je me souviens d'une collègue qui avait les cahiers de culture de son grand-père, qui disait que sur 2 hectares, c'était un peu plus de 25 personnes à l'année qui étaient en continu, donc qui contribuaient. Donc, on était dans les années, avant les années 60. Donc, voilà. Peut-être que là, de ce côté-là, en tout cas, ces installations collectives, là, il y a des choses intéressantes à aller explorer, ou à redécouvrir. Bon, peut-être Pierre, là, c'est une dernière question, si on a le temps, Vianney. Non, nous n'avons pas le temps. Okay. Mais il y a beaucoup de questions, alors, qui arrivent. Merci à tous, mais je suis chargé du temps. Alors, si on ne veut pas finir plus tard, je vous propose qu'on reste là. Il y a beaucoup de questions intéressantes. N'hésitez pas à y répondre. On peut aussi y répondre dans le chat. Voilà, il y a des propositions aussi qui sont intéressantes. Voilà. Oui, il y a des réponses. Aussi sur les vergers maraîchers, disons, qui sont intéressantes. Ok. Bon, désolé. Merci Merci pour vos questions. Merci, oui, vraiment, hein, c'est très riche et tout ça sera conservé, archivé. Merci à tous. Merci. Donc, c'est pas tout à fait fini puisqu'on voulait proposer à Marianne de nous faire une petite synthèse de peut-être cette deuxième partie, puisque tu nous as déjà fait une bonne synthèse de la première partie et on t'avait proposé la difficile tâche d'être grand témoin. Est-ce que tu es encore là, Marianne? Oui, je suis là. On peut te laisser la parole? Oui, je ne sais pas si ça va être une synthèse ou de juste souligner certains points enfin, je pense que tout le monde a peut-être en tête, mais que peut-être ça mérite d'être redit. Je crois que la dimension de penser, enfin, quand on a eu la discussion autour du rendement, la remarque de dire, en fait, finalement, c'est le résultat qui compte par rapport à une commercialisation. Donc, peut-être un résultat économique avant d'être un résultat de rendement à la parcelle. C'est voilà, un changement peut-être dans la manière de penser et aussi donc de dire ce qui compte, c'est que le système soit stable et fiable. Donc, de voir la complémentarité, ce qui suppose effectivement de changer un peu le regard qu'on porte sur son système, pas simplement sur le système strictement, on va dire, agronomique, mais aussi sur l'ensemble de son exploitation et de la manière de penser ce qui la rend résiliente, entre guillemets, si on me permet ce mot. Ce que j'ai compris, c'était que finalement, l'impact, il était peut-être là où il y avait des choses que ça générait. Évidemment, c'est parce que je suis ergonome peut-être, mais c'était sur les façons de travailler et sur la main-d'œuvre. Et donc, il y a des conséquences à ne pas négliger là-dessus. Et d'ailleurs, quand on conçoit le système, ce qu'a dit Nicolas, il faut se donner des critères qui sont à hiérarchiser, parce qu'on ne peut pas tout atteindre en même temps. Donc, il faut savoir par rapport à quoi on organise en fait cette diversité, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a justifié à nos yeux en tant que celui qui pilote en fait le système. Et donc aussi du coup de l'évaluer par rapport à ça, mais qu'à chaque fois il y a à tenir compte finalement de la façon dont on va pouvoir travailler dans cette diversité. Donc la question de l'étalement a été évoquée comme un moyen de gérer la diversité et de le rendre possible sur le plan du travail. La question des types de mécanisation qu'on souhaite ou qu'on souhaite moins, enfin, voilà, comment on gère en fait ces questions de mécanisation et on retombe sur la question de l'innovation sur ces machines. Et après, j'ai trouvé la question du collectif, de l'installation en collectif comme une manière en fait de permettre que sur un espace donné, on puisse avoir une diversité d'activités, pas simplement une diversité de production, mais avec peut-être un petit bémol pour avoir regardé un peu ces dynamiques collectives, la difficulté de s'organiser collectivement aussi, de s'entendre sur la manière dont on utilise cet espace collectivement, qui n'est pas toujours simple à gérer quand on est avec après, ça dépend des formes d'installation, mais c'est quand on est tous des copropriétaires, entre guillemets, de l'outil de production. C'est pas, enfin bon, les climats ont déjà abordé ce genre de questions. Donc, moi, je retenais ça.
Voilà. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses. Et le changement de regard, oui, qu'on a et que ça nécessite. Et donc, pour le coup, l'importance comme a dit Nicolas, du collectif par rapport à ça pour accompagner ce changement de regard qui paraît important. Et ce qui m'a aussi frappé, juste peut-être quand Nicolas parlait de son système avec les arbres et le maraîchage, on voyait bien apparaître, et ça renvoie à la question de la hiérarchie des critères, que finalement, d'une certaine façon, c'était le maraîchage qui primait dans le raisonnement par rapport à l'arbre. Donc l'arbre, il était là par ses fonctions qu'il assurait vis-à-vis du maraîchage. Ce n'était pas forcément je veux autant de mes arbres que de mon maraîchage. En tout cas, dans l'expression qui était faite à ce moment-là. Hein. On ne peut pas dire que c'est vraiment le cas, mais voilà. Voilà. Je suis désolée, c'est un peu brouillon sans doute, mais c'est ce que je retiens. Merci Marianne, c'est très complet en complément de ta première synthèse. Vianney, je te laisse la parole. Ce coup-ci, voilà, c'est la fin. Voilà, donc, je vais conclure pour remercier en particulier nos 4 intervenants, donc les 3 agriculteurs et Marianne. Et remercier aussi l'ensemble des participants pour leurs questions et leur attention. Et aux membres de l'UMT, donc ITA, BINRAE et GRAP, qui ont participé à l'organisation de cette controverse, qui était la 2e de l'UMT. Et il y en aura d'autres. Donc, si vous souhaitez suivre l'actualité de notre UMT, des prochaines controverses, des publications, des projets, n'hésitez pas à aller sur notre site internet. On espère que ce webinaire vous a intéressé. Et d'ailleurs, pour terminer dans la lignée de ce que nous avons commencé, je vous envoie un petit sondage, mais vous en recevrez un plus détaillé par email pour voilà, qu'on puisse savoir un peu si ça vous a intéressé, si ça a répondu déjà de manière très simple, ça a répondu à vos attentes. Et merci de répondre à celui que vous recevrez par mail. Et rendez-vous au prochain webinaire, prochaine controverse dont le sujet n'est pas encore choisi.